Ma technique n'est pas optimale. Je peux encore faire mieux. Adrien, ça va? Ça semble tenir, mais s'il fallait planter tout un vignoble, à ce rythme-là, on y serait encore l'an prochain. C'est parce qu'on le fait avec beaucoup d'amour. Et voilà. Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Aujourd'hui, dans le vignoble bordelais. Bienvenue à vous. Ça paraît idyllique, un vignoble comme ça, non? Oui, mais même ici, on ne peut pas se passer entièrement de produits chimiques. Malheureusement, oui. C'est encore beaucoup le cas dans la viticulture conventionnelle. Les vignes sont traitées 12 fois par an en moyenne, ce qui, on s'en doute, est très mauvais pour l'homme et pour l'environnement. Dans l'agriculture bio, c'est un peu différent, et pour le vin aussi. Mais on ne peut pas complètement renoncer à traiter là non plus. Simplement, on n'utilise pas de produits de synthèse, seulement des minéraux comme le cuivre ou le soufre. Mais il existe une nouvelle approche. Nous allons l'explorer pour savoir comment faire du vin avec moins de produits chimiques. Sous ces parasols se préparent des vins d'un type nouveau. Le Suisse Valentin Blattner cultive ce qu'on appelle des cépages résistants. Le problème avec nos cépages classiques, c'est qu'ils ne sont vraiment pas assez costauds. Ils se font dévorer par des maladies venues des États-Unis. Nos vieux cépages ont besoin de soins constants. Dès qu'on arrête, ils meurent. C'est aussi simple que ça. Il faut les traiter en permanence, les abreuver de fongicides, pour que le champignon n'attaque pas les grappes. En Amérique et en Asie, les vignes sauvages ont développé des résistances à plusieurs parasites. Des propriétés que l'équipe de Valentin Blattner tente de marier à celles des cépages européens. En termes qualitatifs, ces variétés sauvages sont inutilisables. Elles ne répondent pas au goût de notre clientèle. C'est pourquoi nous cherchons à les croiser. Grâce à l'hybridation, il est possible de garder la saveur en bouche, en y ajoutant la résistance des vignes sauvages. En cas d'attaque de parasites, la plante peut utiliser différents mécanismes de résistance. Notre but, c'est de multiplier ces mécanismes. À partir du moment où le champignon cherchera à contrer une résistance, une deuxième s'interposera et formera une barrière supplémentaire. C'est la loi de l'évolution. Le champignon cherchera toujours un moyen de gagner du terrain. Après avoir dégagé l'organe femelle de la plante, Valentin Blattner l'ensemence avec le pollen d'une variété résistante. C'est le 125e croisement que nous faisons. Et ce cépage sera un Sauvignac. Il est croisé avec une vigne sauvage, dont nous voulons lui transmettre les mécanismes de résistance. Il n'y a plus qu'à attendre jusqu'à l'automne que les raisins soient mûrs pour prélever les grains. L'année prochaine, les viticulteurs pourront vérifier la résistance des nouvelles variétés. En revanche, ils ne peuvent pas savoir combien de mécanismes de résistance la plante possédera. Pour cela, l'équipe de Valentin Blattner se sert d'un marqueur développé par les chercheurs de l'Institut Julius Kühn, qui se trouve à 6 km de là. Oliver Trapp est responsable de la sélection des vignes. Nous voici devant le Conservatoire allemand des cépages, la deuxième banque génétique d'Europe par sa taille. Nous avons à peu près 3800 cépages. Ce sont des variétés anciennes, des croisements de vignes sauvages et même des lignées entières. Beaucoup sont résistantes, ce qui les rend particulièrement intéressantes pour la sélection. Lors des analyses, les marqueurs permettent de distinguer les différents mécanismes de résistance. Nous pouvons identifier les capacités de résistance de manière très classique, en exposant la plante aux parasites et en observant son degré de contamination par le mildiou et l'oïdium.
Mais nous pouvons aussi nous servir de la génétique pour mener des recherches au niveau moléculaire. L'analyse montre que les descendants de cette souche sont résistants au mildiou. La sélection est un succès. Nous avons aussi des marqueurs pour les modifications d'arômes. Et nous étudions également de nouveaux marqueurs moléculaires pour des propriétés gustatives positives. Une acidité accrue, par exemple. Bientôt, on pourra peut-être même prédire le goût du vin avant même de goûter la première grappe d'une nouvelle souche. Mais seule la pratique dira si la nouvelle variété peut s'imposer, si elle se cultive sans problème, si son goût plaît, si ses résistances fonctionnent sur le long terme. Cultiver des cépages résistants est un travail de patience. C'est un tel plaisir de travailler dans la nature, au milieu des fleurs, et bercé par le chant des grillons et des oiseaux plutôt que par des vrombissements de tracteurs. C'est fantastique. On n'a pas vu un seul tracteur ici cette année. Ça se sent à la qualité de l'herbe. Il n'y a pas mieux que de travailler dans la nature. Les cépages résistants permettent de garder une végétation variée entre les vignes. Le meilleur moyen d'attirer des insectes utiles est de renforcer les racines des pieds de vigne. Ainsi, les plantes sont en meilleure santé et résistent mieux aux parasites. Jérémy et Jonathan, les frères Ducourt, sont les seuls vignerons à cultiver des cépages résistants dans la région de l'Entre-deux-Mers, près de Bordeaux. Cela fait plusieurs années qu'ils misent sur cette méthode alternative par respect pour l'environnement. Et voilà donc le type de cépage résistant que l'on vient de planter sur votre vignoble, Jonathan. En quoi il est très différent d'un cépage classique ? En fait, il est pas du tout différent, il est tout à fait identique en tout cas d'aspect à un cépage traditionnel, hein, puisqu'en fait il est composé en deux parties, donc le porte-greffe et la variété résistante qui est juste en haut, qui a été greffée. Et où est-ce que vous avez obtenu ces pieds? Vous les avez commandés chez Valentin, qu'on vient de voir dans le reportage? Oui, en fait, tout à fait. C'est des variétés qui ont été créées par Valentin. Il nous a donné les contacts de ces pépiniéristes, donc les personnes qui sont chargées de multiplier les pieds de vigne, et on a pu en avoir suffisamment pour planter quelques hectares. Et quelle résistance est-ce qu'il y a? Alors en fait, la résistance, nous, qui nous intéresse à Bordeaux, mais en plus on a la chance aujourd'hui d'avoir typiquement un temps bordelais, c'est la résistance aux champignons, Holdium et mildiou, qui sont les deux champignons qui attaquent les vignobles à Bordeaux principalement. Donc c'est vraiment cette résistance-là qu'on cherche. Et vous avez commencé quand? Est-ce que vous avez déjà des expériences? Oui, donc en fait, on a commencé il y a 5 ans à planter sur une partie du vignoble. Et, il fait beau, quoi. Hein, et c'est ça. On comprend pourquoi les champignons... Tout à fait. Et donc le retour d'expérience, déjà en termes de fréquence de traitement, on a diminué de 80 à 90% les traitements au vignoble. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, quel type de vigne vous avez choisi? Parce que c'est ça le défi. Là, vous faites pousser en fait des vignes qui ne sont pas d'origine bordelaise. Vous avez choisi quoi? En fait, on a choisi des cépages qui sont des croisements avec des cépages bordelais. Donc, le blanc est un croisement avec du sauvignon blanc. Et des vignes sauvages. Le rouge qu'on a choisi est un croisement avec du cabernet sauvignon. Donc au départ, on a choisi ces variétés-là. Et est-ce qu'il y a des résistances des autres viticulteurs traditionnels ici en France à l'égard des cépages résistants? Effectivement, il y a des gens qui nous disent qu'on va perdre l'identité de l'appellation en utilisant ces nouvelles variétés. Que les vins sont pas bons, qu'ils sont pas adaptés au terroir. C'est le cas? Non, nous aujourd'hui on est très contents des premiers résultats. Et
Quand on parle d'une appellation, on sait très bien que les variétés qu'on avait à Bordeaux il y a 100 ans ne sont pas les variétés d'aujourd'hui. Ce puceron, appelé Phylloxera, est une menace de plus pour les viticulteurs. Annette Reinecke dirige l'Institut de phytopathologie de Geisenheim en Allemagne. On y étudie les parasites de la vigne. Le phylloxéra est arrivé d'Amérique en Europe au milieu du 19e siècle. Il s'est rapidement propagé sur des centaines de milliers d'hectares de vignes. Et en 1870-75, une grande partie du vignoble français a été détruite. On cherchait alors désespérément un moyen de combattre ces invasions de parasites. Peu après l'importation du phylloxéra, on s'est aperçu qu'aux États-Unis, son pays d'origine, le phylloxéra ne colonisait pas les racines des vignes dites américaines. Autrement dit, les cépages américains avaient développé une résistance là où nos génotypes européens étaient sans défense. Alors on a importé des porte-greffes d'Amérique. On s'est servi de ces vignes américaines résistantes au phylloxéra comme support et on a greffé dessus des variétés européennes. On a pu ainsi enrayer la crise du phylloxéra sans recourir à des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, presque tous les crus européens sont issus de greffes. En France et en Allemagne, ce procédé est même prescrit par la loi. C'est la solution pour maîtriser le phylloxéra. Mais en important ces vignes américaines, l'Europe allait au-devant d'un autre problème. Avec ces vignes résistantes dont on avait besoin comme porte-greffes, on a aussi fait entrer le mildiou sur le territoire. Comme elles venaient des États-Unis, certaines étaient porteuses de spores de ces champignons. Et en Europe, ces parasites ont trouvé des conditions idéales pour se développer. Ils ont envahi tout le continent en très peu de temps. Le mildiou reste la plus grosse menace pour les vignobles européens. Aujourd'hui, les pépiniéristes vendent de nouvelles variétés résistantes aux champignons, mais les cépages traditionnels comme le Riesling ou le Chardonnay restent les plus appréciés et les plus démunis face au mildiou. Ce que l'on voit ici, ce sont les spores du mildiou. On les appelle aussi zoospores. Ils ont de petits flagelles. Ce sont de petits poils qui leur permettent de glisser sur la fine pellicule d'eau de la feuille pour rejoindre directement les ouvertures et s'y introduire afin de contaminer la vigne. C'est par hasard que l'on a découvert qu'un mélange de chaux et de cuivre pouvait détruire les spores du mildiou. Ce fongicide naturel, la bouillie bordelaise, s'utilise encore dans l'agriculture bio. On voit là que sous l'effet du cuivre, les zoospores qui jusque-là se déplaçaient rapidement sur la feuille ne peuvent plus bouger. Ils sont en partie détruits. Ici, on voit des débris cellulaires. Ce petit tas, là devant, est composé de plusieurs réceptacles à zoospores. Eux aussi sont endommagés, agglutinés les uns aux autres. Les parois cellulaires sont détruites sous l'effet du cuivre. Le cuivre est efficace à condition d'être vaporisé avant que les spores ne pénètrent dans la plante. Mais c'est un métal lourd qui ne tue pas que les champignons. Le cuivre peut avoir des effets néfastes sur l'environnement. Comme il n'est pas biodégradable, il peut s'accumuler dans le sol. Et le dépôt de cuivre formé au fil des années peut être toxique pour les micro-organismes vivant dans le sol et aussi pour les vers de terre, qui sont très sensibles aux trop fortes concentrations de cuivre. Même dans le produit final, le vin, on trouve encore des traces de cuivre pour l'agriculture bio et de fongicides chimiques pour l'agriculture conventionnelle, à des doses inoffensives pour l'homme. Mais c'est prouvé, ces traitements affectent la biodiversité du vignoble. Donc dans cette parcelle, vous avez deux variétés, deux cépages, notre cépage traditionnel, le Cabernet Sauvignon, et notre nouveau cépage, le Cabernet Jura. Donc je vous laisse découvrir ces deux cépages. Alors ce qu'on voit tout de suite sur celui-ci,
c'est qu'il y a des petites aspérités, des petites irrégularités, comme des taches en fait. Effectivement, ça c'est sur la feuille. Une maladie qui se développe particulièrement sur le Cabernet Sauvignon qui s'appelle de l'érinose. C'est un petit insecte qui vient piquer à l'intérieur de la feuille et qui fait ces petites boursouflures. C'est pas gênant pour la plante, mais ça a un côté pas très esthétique. Donc ça veut dire qu'ici on est sur le plan traditionnel. Effectivement, oui, c'est le Cabernet Sauvignon. D'accord. Et donc là on est sur le plan résistant pour le coup. Voilà, le Cabernet Jura. Effectivement, Cabernet Jura, où il y a vraiment aucune irrégularité. Non, ce cépage-là n'est pas sensible à cette maladie, comme aux deux autres principales qui nous intéressent plus particulièrement à Bordeaux, qui sont le Miliou et l'Odium de la vigne. Donc. Après, vous êtes vraiment pionnier. Hein. En France, vous n'êtes que deux à faire cette méthode. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de jouer à l'apprenti sorcier ? Ce qui nous a inquiété au départ, c'est le fait de beaucoup moins traiter. Est-ce qu'on n'allait pas induire, entre guillemets, une super maladie qui allait se développer en particulier sur ces variétés-là, puisqu'on ne les traite pas. C'est la plus grande inquiétude en fait. Donc on a adopté ce qu'on appelle une stratégie croisée. On fait confiance au mécanisme de résistance de la plante, mais je vous l'ai dit, on fait quand même un petit peu de traitement sur ces plantes-là. On fait 1 à 2 traitements par an avec des molécules comme le cuivre et le soufre pour limiter tout développement possible de maladie et éviter que le pathogène ne contourne la résistance de la plante. Jonathan et moi, on s'occupe du désherbage. L'essentiel du travail se fait mécaniquement, bien sûr, mais pas tout. Alors, comment est-ce que vous procédez pour le désherbage exactement? Donc, pour le désherbage, on utilise un tracteur attelé avec un désherbage mécanique, ce qu'on appelle un désherbage sous le rang. Mais de temps en temps, le tracteur n'arrive pas vraiment à bien rentrer. Donc il arrive qu'il reste en fait des mauvaises herbes. Et du coup, le seul appareil qui nous reste, c'est la bêche à la main. Alors ici par exemple. Voilà, exactement. Donc ça c'est une touffe qui va rester en fait, qui n'a pas été désherbée avec le tracteur. Et donc c'est à nous à la tirer en fait à la main. Donc on utilise la bêche comme ça. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire le désherbage? En fait le désherbage c'est nécessaire pour éviter qu'il y ait trop de concurrence en fait entre la vigne qui pousse et l'herbe qu'il y a autour au niveau de l'eau, au niveau des nutriments. Donc pour baisser un peu la concurrence, on va enlever l'herbe au niveau du pied de vigne. Après, on va laisser de l'herbe au milieu du rang pour quand même avoir un peu de concurrence. Mais l'idée, c'est de ne pas en avoir trop, donc de lui laisser un espace en fait où elle est tranquille, où elle peut se nourrir tranquillement. Cépages résistants ou pas, même dans la viticulture traditionnelle, les mentalités commencent à changer. Non, bah si. Ah bah là, regarde. Là. Tiens, ouais. Ça, tu peux l'enlever. Ouais. Tu vois, Ça, c'est de la saloperie, ça. Ouais. Donc là, ça, le roi de gris. J'espère que ça va s'arrêter, quoi. Ouais. Florent Bantel conseille des viticulteurs de toute la France pour les aider à réduire leur consommation de pesticides. L'ingénieur agronome est aujourd'hui dans la région de la Loire. Il travaille pour l'organisation Défi, qui regroupe environ 3000 agriculteurs français résolus à utiliser le moins de produits chimiques possible. Je viens passer dans ces vignes et on fait un point tous les deux pour savoir quel genre de produit utiliser, quelle modulation de dose il peut s'autoriser, quelle intervention il peut faire au niveau de ses sols. Et vraiment donc du conseil ponctuel pour optimiser l'utilisation des produits. Depuis 2017 déjà, les communes françaises ne peuvent plus répandre de produits phytosanitaires sur les espaces verts municipaux. Une mesure qui vise à restaurer la diversité des espèces chez les insectes et à ménager les sols. Sur ses 20 hectares à Médon-sur-Sèvre, près de Nantes, Didier Branger fait du vin blanc. Il pratique l'agriculture conventionnelle. Ses vignes sont confrontées à de nombreux champignons. Passer en bio, on ne récoltera pas tous les ans, quoi. Et aujourd'hui, au niveau économique, c'est assez compliqué. Sur les journaux, donc on voit des articles sur les pesticides, comment
Donc c'est assez compliqué pour nous parce que c'est notre métier et on ne traite pas pour le plaisir. Beaucoup de vignerons français restent en conventionnel pour s'assurer des rendements réguliers. Mais eux aussi sont preneurs de solutions. Florent Banquetel leur montre comment s'en sortir tout en utilisant moins de produits toxiques. Notamment avec une idée toute simple mais fort efficace, ne pas s'arrêter aux recommandations figurant sur les emballages. Sur ce fongicide, le dosage conseillé est de 2 litres par hectare, quelle que soit la saison. Avant, on regardait l'étiquette et puis s'il fallait mettre 2 litres, on mettait 2 litres et on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, on marche avec Optidose, c'est-à-dire qu'on regarde par rapport à la hauteur de végétation. Car lorsque la plante a encore peu de feuilles et de bourgeons, elle peut se contenter de moins. Cet outil informatique calcule la dose optimale en fonction de la croissance de la plante et de la météo. Et toujours selon un principe simple, autant que nécessaire, mais le moins possible. Pour le moment, on arrive à avoir des réductions de doses globalement sur la saison de 15 voire 20%. Un début prometteur. Et Didier Branger va un peu plus loin déjà. Il s'est fait construire un tracteur un peu particulier, un vaporisateur à tunnel. Il lui permet de traiter de manière très ciblée et le liquide non utilisé est recueilli et recyclé. Il économise encore plus de pesticides de cette manière, 35% par rapport aux engins classiques. C'est pour ça que les groupes défis ont été créés. C'est pour produire ces références et c'est pour que des viticulteurs témoignent à d'autres viticulteurs sur leurs pratiques d'économie de produits phytosanitaires, sur le fait que c'est possible de réduire les produits phytosanitaires. Didier Branger a investi 20 000 € dans son pulvérisateur. Mais comme il dépense beaucoup moins en pesticides, il est vite rentré dans ses frais. Des chercheurs français estiment que si les 450 000 agriculteurs de France appliquaient cette méthode, ils utiliseraient 30% de pesticides en moins en moyenne, sans perte de rendement. Donc là, c'est l'heure de vérité, parce qu'on va pouvoir comparer à l'aveugle votre production, celle qui est Bordeaux traditionnel classique en agriculture raisonnée, et votre production avec un cépage résistant. Moi, je dirais la couleur est presque la même. C'est fruité. C'est marrant, il y en a un qui paraît plus minéral presque que l'autre. Pour moi, c'est B. Le B est plus minéral, oui. Ok. Alors on essaye. Ok, on commence. Le Très A. bien. Un bel équilibre. Hein. Un bel équilibre entre la rondeur et l'acidité. Oui, c'est ça. Sucré, acide. Alors, dans les deux cas, on est sur des au bout de la langue. Voilà, maintenant, c'est à vous de me dire lequel est lequel. Moi, je dis A. Vous dites A. A, c'est la cépage résistante. Ok, on va regarder, peut-être on lève les. Je dirais B parce qu'il y a un côté vert que je ne connais pas trop sur ce 1-là. Donc, le A, on est sur notre vin classique, voilà. Bordeaux, celui 2017. Et donc, le B, bien sûr. Plus fleuri. Et le B qui a cette... C'est la variété résistante. Mais le vin issu des cépages résistants, il n'a pas d'appellation contrôlée. Non, pas encore. Pas encore. Pour l'instant, c'est du vin de France. Il nous reste à faire modifier la réglementation européenne et ça se fera d'ici, j'espère, 2 ans. Merci beaucoup pour nous avoir permis de découvrir ces cépages résistants. On vous souhaite bonne continuation. Merci. Et on revient dans 10 ans, dans 20 ans Avec pour grand voir plaisir. effectivement comment évolue le vin. Avec grand plaisir. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. Merci.
Ça vaut donc la peine d'être créatif. On peut faire du vin avec moins de produits chimiques. Ici, on traite jusqu'à 90% de moins grâce aux cépages résistants, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'environnement. En plus, et ce n'est pas négligeable, le vin est bon. Mais comme toujours en matière de vigne, ici à Bordeaux, il faudra attendre quelques années, voire quelques décennies, pour savoir si cette méthode fonctionne à long terme. Alors on croise les doigts et on vous dit salut. Salut.